Pour la première fois depuis longtemps, nous allons commencer cette review par sa page de cover puisqu'aujourd'hui c'est le retour tant attendu des mini-aventures mesdames et messieurs et pas n'importe laquelle, nous voilà de retour sur Wano Kuni. Nous pouvons découvrir l'île d'Onigashima ou en tout cas ce qu'il en reste coulé dans l'eau. Alors qu'est-ce que ça signifie? Eh bien déjà comment Onigashima s'est retrouvé sous la flotte alors que la dernière fois que nous l'avons vue, elle se trouvait à côté de la capitale des fleurs relativement éloignée des eaux. Avec Nina on a tenté d'y trouver une explication, éruption volcanique de Wano, Momonosuke qui l'a tiré avec les nuages en forme dragon, rien de bien concluant, si ce n'est une chose, Mother Flame. Chapitre 1089, un tremblement de terre s'est fait ressentir partout dans le monde avec une ampleur incroyable. Wano n'a pas été épargné. Alors est-ce que ça aura réveillé à nouveau la chambre magmatique dans laquelle est tombé Big Mom et Kaido, ce qui aurait détruit une partie de Wano tout en faisant chuter Onigashima dans les tréfonds marins? C'est, on pense, la meilleure explication pour le moment. Et concernant la chute d'Onigashima dans l'eau, elle pourrait déjà basiquement détruire une partie de l'ancien Wano englouti, ce qui aurait tendance à faire ressurgir une partie de ses ruines, voire même un poneglyphe. Wano Kuni est le pays du poneglyphe. C'est d'ici que viennent les tailleurs de pierre qui en sont à l'origine. Il ne serait alors pas étonnant que cette contrée cache plusieurs de ces stèles bleues, notamment dans ses ruines datant de plusieurs siècles. En tout cas, j'ai vraiment la sensation que ça servira à mettre le sujet de l'ancien Wano englouti sur le tapis, notamment pour Momonosuke, qui ne connaît peut-être pas cette partie-là de l'histoire de son pays. C'est un shogun, le Boog. Maintenant, il se doit d'être au courant de tout, même si Oden l'a peut-être déjà expliqué dans le carnet qu'il a hérité. Mais au final, l'autre truc que ça signifie, c'est que nous allons voir les personnages évoluer, dont Yamato. Vous savez, la cornue qui nous a posé un lapin au chapitre 1057 quand on pensait qu'elle partirait avec Luffy en rejoignant son équipage. Eh ben, cette mini-aventure sera peut-être le moyen pour nous de la voir partir voyager dans Wano Kuni pour suivre les traces d'Oden comme elle le désirait dans ce même chapitre 1057. Et dans la review, c'est d'ailleurs exactement ce que je vous annonçais. Une mini-aventure se déroulerait sur Wano Kuni pour nous permettre de découvrir le pays des yeux de Yamato et peut-être découvrir des histoires et secrets cachés qu'Oda n'a pas pu expliquer pendant son arc. Donc très content que cette théorie se confirme, cependant je ne peux pas m'empêcher de penser que cette mini-aventure ne servira pas qu'à la mettre en avant elle, car forcément il se passera des événements, de gros événements même. La dernière mini-aventure du Garma Double Six et l'impact immédiat qu'elle a eu dans l'histoire actuelle avec la capture de Pudding est une preuve formelle qu'Oda peut et veut tisser le reste de son histoire en utilisant le maximum de supports dont les pages de cover. En relisant le chapitre 1057 mentionné plus tôt, je me suis souvenu que Luffy avait fait don d'un Jolly Roger à son effigie à Momonosuke pour faire de Wano Kuni son territoire et qu'en cas de besoin, la terreur qu'il incarne en tant que Yonko serait suffisant pour dissuader toute attaque ennemie. Je prédis alors l'attaque d'un ou plusieurs équipages pirates sur Wano Kuni qui se verra être défendu par Momonosuke et les fourreaux rouges, mais aussi Yamato combattant sous le drapeau des Mugiwara. On pense notamment à Barbe Noire qui viendrait récupérer Pluton, vous avez la ref. Il ne faut surtout pas oublier Big Mom et Kaido qui, bien que censé être mort, ici sur Wano Kuni pourrait réapparaître brièvement, en tout cas Oda pourrait teaser leur survie comme il avait fait avec Pound, le père de Lola et Chiffon. Et pour finir, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une petite sensation que Bartolomeo pourrait venir ici sur Wano, peut-être parce que l'ancien utilisateur de son fruit du démon se trouvait ici même avant de mourir, je sais pas, mais vraiment je préfère poser une petite pièce dessus, comme ça s'il vient, j'aurai pas le somme de ne pas l'avoir dit. Vous aurez compris que j'ai trop hâte de découvrir le contenu de cette mini-aventure et de ce qu'Oda s'apprête à nous dévoiler. Et avec la révélation mondiale que s'apprête à faire Vegapunk dans ce chapitre et dans les prochains, peut-être que nous verrons la réaction des citoyens de Wano Kuni, dont Momonosuke et les autres, à travers cette mini-aventure. On y vient, le chapitre commence et nous rentrons dans le vif du sujet, mais avant ça n'oubliez pas que le meilleur moyen pour aider la chaîne c'est de liker les vidéos si elles vous plaisent et de vous abonner. Merci à ceux qui le feront, votre impact est colossal dans mon évolution, je vous le jure. Souvenez-vous, la semaine dernière, Vegapunk mourant s'apprêtait à révéler la vérité sur leur monde à toute l'humanité grâce à une transmission radio. Ce nouveau chapitre pouvait alors potentiellement être celui qui allait nous annoncer le nom de l'ancien royaume, clé de tout d'après Clover, ou encore des secrets sur le siècle oublié que nous n'avons pas. Heureusement, Oda rallonge notre sentence de 2 semaines, oui parce qu'il y a une pause la semaine prochaine, et ce 1109e chapitre ne sert qu'à préparer le monde à écouter ce message. 10 minutes. Vegapunk laisse 10 minutes au monde pour faire leur préparatif. Comme à son habitude, Oda utilise sa carte Joker du timer dans son arc, qui le fait quasiment partout, hein, et cette décision de ne pas tout dire là maintenant chamboule pas mal les plans au point que toutes les révélations autour du siècle oublié que l'on imaginait ne seront peut-être pas faites. Car 10 minutes, ça laisse le temps aux antagonistes et donc au gouvernement mondial de trouver un plan pour contrer le message de Vegapunk. Et la preuve avec la fin du chapitre, les 5 doyens semblent se rassembler sur Egghead. Alors on en parlera juste après, mais c'est effectivement à prendre en compte. Sinon pour le reste, eh bien j'ai globalement 3 choses à noter. La première, c'est que l'électrocardiogramme ne donne plus aucun signal, donc Vegapunk serait bel et bien mort. La deuxième chose concerne cette fois l'escargophone capable
capable de live stream le message au monde entier sans pouvoir l'arrêter. Alors pour ceux qui ont une relativement bonne mémoire et surtout qui ont vu le film One Piece Red, ça doit vous parler puisque c'est exactement le prototype qu'a utilisé Uta pour communiquer à travers le monde entier. Ce qui veut dire qu'Oda avait prévu au moment de One Piece Red d'utiliser le scénario d'un message diffusé au monde entier tout en étant relié à Vegapunk, puisque oui, le sigle SSG que vous pouvez voir sur l'escargophone d'Uta signifie Special Science Group, groupe auquel appartient Vegapunk. Oui, sans être non plus incroyablement important, Oda utilise bien les films pour teaser certaines parties de son histoire. Et troisième chose, non des moindres, nous pouvons voir une grande partie du monde et des alliés que Luffy s'est fait au fil de l'aventure. D'anciennes têtes bien connues font leur réapparition, les révolutionnaires sont également très attentifs, en bref, on voit le monde, voilà. Mais un petit détail m'a quand même fait sourire, puisque vous savez aussi bien que moi que la communauté One Piece attend une guerre finale à la fin de son œuvre. Une guerre supérieure à Marineford, Onigashima ou même Egghead. La bataille opposant pirates et révolutionnaires contre marine et gouvernement. Eh bien, voir Rebecca continuer à s'entraîner avec Kyros sur Dressrosa alors que son pays n'est plus vraiment en danger m'a donné la sensation bête mais concrète que le monde se prépare à quelque chose. Personne ne vit avec la paix tant que le gouvernement règne. Surtout que Rebecca n'aimait pas le combat, du moins elle ne voulait blesser personne. Donc cette combativité ne fait que, à mon humble avis, teaser de l'ampleur vraiment mondiale pour le coup qu'aura la prochaine et dernière grande guerre. Le dernier chapitre a beau avoir fait beaucoup de bruit pour les révélations que Vegapunk s'apprêtait à faire, soyons honnêtes, la vision d'un Luffy géant empoignant à la fois Kizaru et Saturne était absolument incroyable et heureusement nous avons la suite du combat dans ce chapitre. Enfin, heureusement non, pas pour tout le monde, en particulier ceux qui ne sont pas fans du Gear 5 et son aspect cartoonesque, puisqu'avec sa nouvelle technique Down Cymbal, Luffy écrase Kizaru et Saturne et les catapulte le plus loin possible. Si on peut douter de la puissance de cette attaque, l'explosion provoquée par la collision de Kizaru avec un navire de la marine prouve bien que malgré l'aspect bien Looney Tunes, bien Tom and Jerry, il y a une vraie conséquence dans son attaque, une vraie létalité. D'ailleurs Kizaru, lui, il en peut plus, il a vraiment jeté l'éponge. Chaque fois qu'il va fermer les yeux, Luffy va apparaître tel son pire cauchemar. Le traumatisme est vraiment terrible pour lui. Dommage car pour le coup son attaque Yazakani no Magatama tirée depuis ses yeux était vraiment stylée et montrait encore une fois une autre utilisation de son fruit, mais bon Luffy est désormais trop puissant, désolé pour toi mon ref. Mais le sera-t-il pour combattre tous les dieux du monde? Saturne est absolument insensible aux attaques de Luffy et parvient même à contrôler sa trajectoire pour revenir affronter son adversaire. Au même moment, les 4 doyens restés sur Marie-Joise communiquent avec Saturne par télépathie, l'informant de la gravité de la situation et des conséquences que pourrait avoir le discours de Vegapunk au monde entier. Alors que la présence sur Terre d'un seul membre du Gorosei était déjà un événement exceptionnel et mondial, le dieu guerrier de la science prend la décision d'invoquer ses confrères de Marie-Joise sur Egghead. C'est ainsi que le Gorosei se retrouve au complet face à Luffy, concluant ce chapitre 1109 de One Piece. On n'a pas eu l'information sur l'histoire dont on attendait, mais on y gagne, on change. Le Gorosei au complet contre Luffy, c'est un événement exceptionnel et comme j'aime le dire, c'est un scénario qu'on n'aurait jamais osé imaginer il y a quelques années. Qu'est-ce que prépare Oda pour le prochain chapitre? Que pouvons-nous imaginer ou théoriser dans cette alliance absolument démoniaque des 5 doyens? Ça sera les prochains sujets de toute cette review, donc préparez-vous bien. Alors si nous nous attendions à absolument tout dans ce chapitre, excepté l'apparition de tout le petit groupe de vieux en plein centre d'Egghead, il faut croire que votre cher serviteur a tout de même perçu brièvement le futur lors de sa review du chapitre 1106. Oui. Quand je répondais à une question sur le futur de Saturne, je théorisais sur son possible retour sur Marie-Joise à travers son cercle d'invocation et l'utilisation de ces fameux pentagrammes par le reste du Gorosei. De plus, il n'a même pas l'air d'avoir besoin de bateau puisqu'il s'est déplacé sur l'île grâce à une invocation. À tout moment, il peut retourner sur Marie-Joise avec ses objectifs à travers le portail démoniaque qu'il a créé, tu vois, ou je sais pas, une invocation avec tous les autres Gorosei. Bref, dans tous les cas, je pense qu'il va réussir à faire certains trucs. Pour être tout à fait honnête, ça me paraissait si fou à la limite de l'improbable que j'ai lâché ça avec une nonchalance exceptionnelle. Quoi, le Gorosei débarqué comme ça là en pleine guerre? Non. Et pourtant, leur présence ici se justifie concrètement par une seule chose. La situation devient incontrôlable pour Saturne sur Egghead et la diffusion imminente de la vérité sur le monde dans 10 minutes force le reste des doyens à agir là maintenant. Vous savez bien que j'ai très peu confiance dans le succès du gouvernement mondial en général, j'entends par là que chaque mission qu'il mène se termine inévitablement en un échec cuisant, un fiasco comme on aime dire ici. Toutefois, je pense que pour une fois, ça sera un petit peu différent sur Egghead et la présence des 5 doyens au complet permettra d'atténuer la révélation que Vegapunk s'apprête à faire. Peut-être en détruisant la source du message vidéo et empêchera alors peut-être la révélation du nom de l'ancien royaume. Oda, à travers les révélations de Vegapunk, pourrait alors bel et bien nous dévoiler un tas de choses, sauf le principal, le fameux nom de l'ancien royaume, que le Gorosei aura quand même réussi à empêcher à E5. Peu importe, il faut vraiment que les 5 doyens n'échouent pas à cette mission, déjà pour moi parce que j'ai pas envie d'avoir
trop de révélations maintenant, mais aussi et surtout parce qu'ils représentent quand même les ennemis finaux de One Piece. Oda ne peut pas les mettre systématiquement en déroute. S'ils ne réussissent strictement aucune mission, leur mythe sera détruit, leur menace sera réduite à néant, ils n'inspireront plus rien qu'une bande d'incapables, aucun danger. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire et si vous partagez mon avis, mais peu importe qui ils ont en face d'eux, Luffy ou non, ils doivent se montrer plus compétents qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent. Et dans le cas où même la présence des 5 doyens au complet ne parvient pas à gérer l'événement d'Egghead, il reste une personne qui n'a pas encore été trop mal exploitée, et c'est Imu. Si Imu en personne venait à débarquer sur Egghead, une île qui se veut être inspirée par l'ancien royaume, qu'elle et 19 autres royaumes ont rasé lors du siècle oublié il y a 800 ans, même si ça paraît fou comme l'invocation des 5 doyens paraissait improbable il y a quelques chapitres, on pourrait trouver des justifications sur l'apparition d'Imu sur Egghead. Le timer de 10 minutes est la principale raison venant à me faire penser une telle chose. Généralement ça veut tout dire, si Oda fait un timer précis, alors ça signifie qu'on devra y aller jusqu'au bout, et donc que l'arc va encore durer plusieurs semaines et mois, et donc que le Gorosei au complet va galérer pendant 10 minutes complètes à arrêter la diffusion. Ce n'est qu'au dernier moment, à la dernière seconde, qu'Imu apparaîtrait pour faire le travail que ces 5 gardiens n'ont pas réussi à faire. Ou bien ce sont les 5 doyens qui auront besoin de combiner leurs forces pour l'invoquer, ce qui serait peut-être encore plus épique et dramatique. Imu pourrait aussi affronter Nika, ce n'est pas une blague, Luffy est indéniablement trop fort pour un seul Gorosei, à en juger l'aisance avec laquelle il contrôle Saturne. On pourrait penser que les 5 doyens à la fois seraient trop pour lui, ce qui est je pense totalement vrai, mais il ne faut surtout pas oublier qu'ils viennent non pas affronter Luffy, mais bien pour arrêter la diffusion du message. Lorsqu'ils arriveront, les 4 autres doyens s'éparpilleront sur Egghead pour trouver l'origine du message de Vegapunk et peut-être faire un vrai carnage en tuant tous ceux qu'ils trouvent, attaquant les Mugiwara et même la marine. Nika, donc Luffy reste l'ennemi numéro 1 du gouvernement, pensez-vous vraiment qu'ils n'essaieront pas de le tuer? C'est ce que pourrait essayer de faire Imu si elle débarque ici et maintenant. Les conséquences sont bien trop grandes pour ne pas mettre tous les avantages de leur côté. L'apparition d'Imu serait l'ultime recours pour éviter la chute de 800 années de mensonges et de vérités cachées au monde. Ils n'ont très clairement plus rien à perdre, et la venue d'Imu en serait la preuve parfaite. Le message de Vegapunk dévoilerait de toute façon l'existence du roi du monde. Si on part du principe que le scientifique a vraiment creusé loin dans l'histoire de l'ancien royaume et est parvenu à découvrir des choses que personne ne sait, alors pourquoi n'aurait-il pas découvert des textes concernant un ou une certaine Nerona Imu, bien connue d'Ivankov comme révélé au chapitre 1086. J'ai vraiment, mais alors vraiment très peu de doutes, Vegapunk connaît l'existence d'Imu qui sera justement dévoilée dans ce message. Son apparition en plein Egghead au moment où il révèle l'existence du roi du monde serait le scénario idéal pour introduire à la fois l'apparence officielle d'Imu, mais aussi ses pouvoirs au monde entier. Pour finir, l'apparition d'Imu sur Egghead servirait à comprendre l'immortalité des 5 doyens. Ne soyons pas dupes, si Saturne est increvable à ce point-là, au point de l'être encore plus que Kaido réputé pour son invulnérabilité, les 4 autres doyens doivent aussi l'être. Et s'ils le sont tous ensemble, ce n'est pas à cause ou grâce à leur fruit du démon, mais à encore autre chose, cette autre chose qui serait Imu. On va en parler juste après, mais la théorie faisant de Saturne un véritable démon lors de la révélation de son pouvoir au chapitre 1094 n'en devient pas moins incohérente aujourd'hui avec ce nouveau chapitre. Vous l'aurez compris, la téléportation du Gorosei sur Egghead en un claquement de doigts nous permet de remettre en cause absolument tout le futur de One Piece. Le danger peut se trouver n'importe où et arriver n'importe quand. Je vous le demande, qui ne rêve pas de voir dans un événement futur les 5 membres du Gorosei débarquer avec Imu au centre des cercles d'invocation? Moi je signe totalement, direct. Et justement, si on parlait de pouvoir désormais, cette partie servira à récapituler les possibles fruits du démon que peuvent avoir les autres membres du Gorosei, mais aussi répondre à cette interrogation, est-ce vraiment Saturne qui a invoqué le Gorosei? Il semble que oui. Pourtant, un problème apparaît. Si ce dernier possède vraiment un Zoan mythique du Uchioni, le yokai japonais auquel il est totalement inspiré, il n'est pas censé posséder ce style de pouvoir. Cette invocation est encore à part des pouvoirs de son fou du démon, tout simplement car ça serait un pouvoir propre à chaque membre du Gorosei qui serait l'incarnation de véritables démons. Pourquoi? Eh bien parce qu'en temps normal, seuls les démons sont invoqués avec les pentagrammes. Finalement, quand on a des fruits du démon, des Ashura qui sont des démons, des représentations démoniaques de la mort ou encore des personnes possédées par des démons, on peut très aisément se dire que oui, Oda a toutes les raisons d'introduire de vrais démons qui ont une place si importante dans le lore de son histoire. Qui d'autre que le Gorosei pour les représenter, eux qui portent pourtant le titre de Dieu. Pour ce qui est de l'invocation en elle-même, je pense savoir comment elle fonctionne. Si Saturne s'est rendu de lui-même sur Egghead en prenant la voie maritime, alors qu'il n'a finalement débarqué sur l'île qu'avec son pentagramme, je pense qu'il avait besoin d'être sur place pour invoquer ceux de Marie-Joise. Leur téléportation doit avoir une limite de distance, une limite de pouvoir. C'est pourquoi ils avaient besoin de la présence d'un des 5 doyens sur place pour leur permettre de se déplacer aussi loin. Sinon, Saturne serait resté sur Marie-Joise et ne se serait téléporté qu'au chapitre 1094. Donc, tous les doyens doivent pouvoir se téléporter ou téléporter
les autres, en particulier quand certaines conditions sont remplies. Ok, alors maintenant parlons de leur pouvoir, leur capacité, l'entité qu'ils vont représenter dans l'utilisation de leurs fruits du démon, s'ils ont vraiment des fruits du démon. En premier lieu, je voudrais revenir sur ma théorie concernant Saturne et l'éveil avancé de son Zoan, qui l'aurait plongé dans un état de folie dans le dernier chapitre. J'ai été agréablement surpris de voir à quel point vous aviez kiffé l'idée, donc merci à tous pour ça, mais vous aurez sans doute remarqué que dans ce chapitre, eh bien, il parle. Il reste bizarre, hein, mais il parle quand même, ce qui n'était pas le cas la semaine dernière. En toute sincérité, je démords toujours pas de l'idée que c'est un éveil avancé, que nous avons là une forme encore différente et que ça aura un intérêt dans le futur, pour les antagonistes, mais aussi pour Luffy qui se verra obtenir une sorte de nouvelle forme en Gear 5. On verra, je pose ma pièce dessus au cas où. Pour le moment, on en est aux portes d'une autre révélation, comme je le disais, et c'est celle de l'apparence des 4 autres doyens dans leur forme démoniaque. Rappelez-vous, quand Saturne a débarqué au chapitre 1094, il était déjà en forme animale hybride, donc tout porte à croire qu'au prochain chapitre, les autres membres du Gorosei arboreront l'apparence terrifiante et démoniaque dont les silhouettes ont été aperçues sur Marie-Joise face à Sabo. Petit récapitulatif des pouvoirs que les autres dieux pourraient posséder. Jupiter aurait le Zoan du yokai Itokoe Sakebi, un monstre vivant dans la forêt imitant le cri des humains perdus. C'est ce qui graphiquement correspond le mieux. Mars quant à lui serait le Furaribi, l'oiseau de feu incarnant l'âme des morts. Mercure est difficile à cerner mais j'avais sélectionné 2 yokai, le Baku, le dévoreur de rêves et de cauchemars, et le Reiju, compagnon de Raiden le dieu de la foudre qui peut avoir une apparence de sanglier. Et notre cher Vénus Duro serait le Nurarion, le commandant suprême des yokai et le plus puissant d'entre eux. Il se caractérise par une forme humanoïde, un kimono et surtout un katana. Autant vous dire que ce dernier serait le plus exceptionnel et en tant qu'épéiste pourrait peut-être croiser le fer avec Zoro sur Egghead, pourquoi pas après tout, surtout qu'il semble posséder le plus puissant des Kitetsu, moi il m'en faut pas plus. En tout cas, typical One Piece, hein, la semaine dernière on attendait de découvrir la vérité sur le siècle oublié, maintenant le prochain chapitre sera sûrement celui qui dévoilera l'apparence de tout le Gorosei. C'est fou cette vie. Très concrètement, c'est l'un des moments les plus critiques de One Piece, à n'en pas douter, et je crois que vous ne réalisez pas ce qui nous attend dans les prochains chapitres, alors voici quelques théories. Nous risquons d'en savoir plus sur Nika puisqu'il affronte ses ennemis antiques. Rien que Saturne, lorsqu'il a vu de ses yeux pour la première fois, a tout de suite eu une pensée pour le dieu du soleil. Et si le Gorosei était autrefois des alliés de Nika? Après tout, Nika est le soleil. Le Gorosei représente les 5 planètes les plus brillantes du système solaire. Pourquoi Oda les met-il en opposition dans son œuvre? Ne veut-il pas plutôt nous dire et nous faire comprendre qu'ils sont sous le contrôle d'Imu qui les manipule? Allons-nous découvrir un lien étroit entre Nika et les doyens que l'on n'aurait sans doute pas imaginé à l'origine? En parlant d'Imu, si cette dernière n'apparaît pas, elle pourrait cependant totalement communiquer avec le Gorosei par télépathie comme il le faisait avec Saturne. En sachant qu'ils ont encore le pouvoir de Mother Flame, Egghead pourrait se retrouver annihilé avec la puissance d'une arme antique utilisée par Imu. Et pour finir, rien ni personne ne pourra contrer la puissance de 5 doyens en même temps. Luffy s'épuisera pour rien car de toute façon, il semble pour le moment immortel. Le risque qu'il se fasse capturer a grandement augmenté, oui. C'est pourquoi si Oda ne va pas jusqu'à l'extrême de faire capturer Luffy, bien que je vous le répète depuis 1 an maintenant, il pourrait permettre au robot géant antique qui réagit au battement de cœur de Nika de bouger au moment critique et de sauver celui qui l'a activé. Et peut-être même que ce robot géant sera le seul capable de blesser les doyens, ouvrant une première faille dans leur invulnérabilité. N'oublions pas que tout comme Nika, il représente les vestiges d'un temps antique et semblait être l'ennemi juré du gouvernement mondial. Ah là là, tant de théories, tant de questions qui ne sont pourtant rien face aux vôtres. Vous avez encore été extrêmement nombreux à me poser vos questions sur ce chapitre 1109, que ce soit sur Twitter ou YouTube. Ne vous arrêtez surtout pas. Bon, pour le nom de notre petite chronique, là c'est un bordel, on dirait une mini-aventure de machin. Vous avez voté en majorité pour Morgan's Review, mais le courrier de Koji était le préféré parmi les commentaires. Alors vous savez quoi? Ultime round. Choisissez votre préféré dans ce dernier sondage, je reviendrai dans 2 semaines avec le nom définitif du format et même un petit jingle. Au moins on est tous contents. N'oubliez pas de commenter sur YouTube pour le chapitre 1110 qui s'annonce lui aussi exceptionnel. Bonjour Goji, merci pour tout le travail que tu réalises, merci à toi mon ref. Penses-tu que Punk Record pourrait être envoyé en orbite autour de la Terre? Je ne l'ai vu nulle part mais je trouve qu'Oda s'inspire pas mal de Robotnik alias Dr Eggman dans l'univers de Sonic. À commencer par le nom de l'île, puis le fait que les deux soient docteurs, puis leur passion pour les robots. La finalité serait un internet libre et protégé dans l'espace contre le gouvernement mondial. Bien sache que je n'ai aucune référence de Sonic, malheureusement je n'ai pas beaucoup grandi avec, mais j'aime totalement l'idée et je pense même que tu touches à un vrai truc. Déjà car ça rejoint aussi mon idée qu'Egghead puisse s'envoler et même en devenir une île céleste, mais également car l'espace reste un vrai monde à part dans One Piece qu'Oda pourrait totalement exploiter. Le seul vrai danger c'est justement la présence de pirates ayant par exemple colonisé la lune et qui se sont fait fumer par Ener. L'idée serait alors que Lilith, à la fin de One Piece donc, puisse rester près du Punk Record, le protégeant des menaces galactiques avec le Vega Force tout en lançant des missions d'exploration spatiale. Tout le monde valide l'idée? Bon bah moi aussi. Voilà, on a l'autre finalité concernant le Punk Record.
Bovigoat, le légendaire modo du Discord, nous fait l'honneur d'une question. Salut patron, le fait qu'on ait les géants avec Nami et Usopp d'un côté, Brook et le Sunny de l'autre, Jinbei qui rejoint Zoro et Sanji pas loin de Luffy, tu ne penses pas qu'on pourrait avoir une séparation des Mugiwara? Ben franchement... si, hein. J'en parlerai un peu plus tard, mais de toute façon, Oda structure ses arcs de la même manière. C'est pourquoi, de base, moi je m'étais persuadé que Luffy pourrait être capturé à un moment ou l'autre. Là, avec les événements actuels, je vois pas comment il pourrait s'échapper. Déjà, je pense que Sanji avec Vegapunk rencontrera Dory et Brogy, donc soit il leur laissera le scientifique pour retourner auprès de Luffy, soit il laissera les géants aller aider son capitaine. Pour Jinbei et Zoro, Oda a bien fait exprès de les mettre de côté, donc je me demande même si avec Lucci, ils vont pas affronter à tous les trois un ou deux membres du Gorosei qui se sépareraient pour chercher l'origine de la transmission de Vegapunk, hein, comme je disais plus tôt. Enfin bref, c'est le bordel vraiment, et vu la disposition de tous les persos, j'ai du mal à imaginer un happy ending dans cette fin d'arc. Les 5 membres du Gorosei ont-ils tous le niveau de Saturne? Ce dernier peut-il mettre réellement en danger Luffy? Vous m'avez posé beaucoup de questions sur les 5 doyens contre Luffy et sur le futur de notre capitaine. Alors déjà, je vois que la théorie Luffy qui se fait capturer commence à retrouver quelques fans. Ça fait plaisir, montez dans le train, hein. On sait pas de quoi le futur est fait, à tout moment elle se valide aussi. Et si vous doutez encore, n'oubliez pas que Luffy est capturé à chaque arc, peu importe sa puissance et la puissance de ses adversaires. Donc c'est une vraie menace qui pèse sur lui à Egghead. Puis comme je le disais, pour le Gorosei, ils ne seront pas plus faibles que Saturne, c'est évident qu'un 5v1 représente un véritable danger pour Luffy et je voudrais vraiment pas qu'Oda nous le montre gérer tout le Gorosei à lui seul. De plus, le Gear 5 a une limite, il va pas rester longtemps dans cette forme, il va pas rester 10 minutes de plus, donc je suis convaincu du vrai danger concernant Luffy, mais plus encore, personne ne peut l'aider. Ce n'est pas les géants qui pourront combattre les doyens, seuls les Mugi au complet pourraient peut-être permettre de créer un échappatoire, mais ils sont tous séparés. Donc la dernière chance serait le fameux robot géant antique qui va très clairement agir, il sera utilisé pour sauver quelqu'un ou pour se sacrifier face au Gorosei. 2 questions pour le prix d'une. Je pense qu'on a là le fameux compte à rebours de chaque fin d'arc. Tu penses qu'on aura les révélations au prochain chapitre? Je mise sur les mêmes 10 minutes que Namek perso. Et 10 minutes, ça va durer combien de scans? Ah vous savez les gars, 10 minutes dans un manga ou un anime, c'est une éternité, hein, c'est pouf. Là, pour exemple, dans l'arc de Wano Kuni, j'ai checké un petit peu et un peu moins de 15 minutes se sont écoulées entre le chapitre 1022 et le chapitre 1050. Et je peux vous dire qu'il s'en est passé des choses entre temps. Alors je n'ai pas la sensation que ça va durer plus de 20 chapitres, mais je ne serais pas étonné d'y voir 10 bons chapitres malgré tout et que Vegapunk, à chaque chapitre, fasse le décompte d'une minute écoulée en direct. C'est-à-dire que le prochain chapitre, il restera plus que 9 minutes, celui d'après il en restera plus que 8. Ce qui serait fou, c'est que ça ferait du chapitre 1119 ou 1120 un véritable événement pour tous les lecteurs car on saurait que c'est la fin du décompte et le début, de la révélation. Justement tiens, comment, parce que c'est pas la première fois, Oda arrive-t-il à gérer ce genre de timing épisode-chapitre parfait? C'est dingue. Ceux qui ne lisent pas ratent un truc je trouve. Alors les gars, sachez une chose, j'étais vraiment choqué de voir à quel point vous aviez kiffé le parallèle que j'avais cru trouver entre l'anime et le manga, et j'étais encore plus choqué de voir que beaucoup l'avaient remarqué aussi. Alors comme je le dis, c'est possiblement qu'une coïncidence malgré tout, hein, même si ça fait quand même beaucoup à force, et la preuve avec ce chapitre, l'épisode de la semaine ne met en avant strictement aucun membre du Gorosei par exemple, donc je pense vraiment qu'il y a un bail qu'il faut toutefois prendre avec des pincettes, et au pire, chaque fois que vous voyez des parallèles du style, taguez-moi sur Twitter et on en parlera. Mais oui, j'ai quand même le sentiment qu'il y a un truc. En tout cas, merci à tous, et merci à vous aussi d'avoir regardé cette review. On arrive à la fin, ça y est. Vous l'avez aimé? Alors comme d'hab, martelez le pouce bleu comme jamais pour me soutenir gratos. Merci bande de BG, et rejoignez-moi sur Twitch car ce soir ou demain, petite analyse du chapitre en bonne et due forme, en live avec vous. Et dans la semaine, j'ai quelques paquets de cartes à ouvrir, si ça vous plaît. Si vous aimez les unboxings et vous voulez me donner de la force, moi en vrai, hein, je vous accepte, hein, venez. Hein. Je vous laisse quand même le lien de la chaîne secondaire en description afin que vous matiez les rediffs. Merci encore à tous, vraiment c'était un plaisir. Je m'en vais m'isoler pour écrire l'iceberg et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. Peace les bros.